Merci Jean-Jacques. D'abord, bonjour, puis je vous remercie vraiment de m'avoir invité. Et puis c'est un sacré cadeau puisque c'est pile le jour de mes 50 ans aujourd'hui. Oui, Donc, voilà. merci pour ce cadeau. C'est pas anodin. Et donc, je me trouve dans un état. D'abord, je suis bien. C'est un bon état matinal. Il est 3 heures du matin ici chez moi à Bali. Et par rapport à la situation, surtout en Indonésie, je prends beaucoup de recul en ce moment. Enfin, je prends beaucoup de recul pour mieux regarder un peu plus de haut. Vous savez, c'est quand on veut se mettre sur la colline pour mieux voir ce qui se passe en bas. Parce que ça bouge beaucoup en ce moment ici en Indonésie. Il faut savoir que les infos, on les a au compte-gouttes. C'est pas comme en Europe où on a les infos un peu partout. Il faut aller les chercher. Parce que les lois, quand elles sont pondues par les gouvernements, on les reçoit, on sait même pas qu'elles vont sortir. Et on les reçoit à la dernière minute ou encore, on ne le sait pas et puis on le sait par des personnes interposées avant vraiment de les savoir. Donc, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je prends beaucoup de recul et j'essaye de bien regarder ce qui se passe, puis on va en parler parce que ça bouge quand même pas mal, quoi, ici, quoi. Voilà. Et sinon, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? Dans la vie, alors, avant tout, je suis formateur. J'avais monté une organisation qui s'appelait ICOPRO. ICOPRO, c'est l'International Canoeing Organization for Professionals. C'est un petit peu pour ceux qui connaissent PADI pour la plongée ou IKEO pour le kite. Et donc, là, c'était pour former des professionnels de canyon. Donc, on avait 24 formations et on était dans 97 pays, plus de 18 000 membres, que j'ai arrêté en 2008. Enfin, j'ai passé la main, en fait. On a fondé en 2019, j'ai arrêté. J'ai passé la main. Et puis, en parallèle, j'ai une école de formation qui s'appelle Soul in the Mind. Soul in the Mind, c'est vraiment une école où je forme des coachs, des formateurs, des professionnels, mais aussi une autre partie où spécialisée dans la maîtrise de soi et l'émergence spirituelle. Donc voilà, mon métier, on va dire, au quotidien, c'est avant tout former. Je suis dans la formation, que ça soit aussi bien dans le développement personnel ou dans l'émergence spirituelle, et puis dans la partie coaching pour la formation de coach. Super. Alors, tu nous as préparé un petit exposé. Peut-être qu'on se permettra de t'interrompre pour te poser l'une ou l'autre question de précision. Donc, Salim, Chloé, Tal, Muriel, faites-moi signe par le chat privé si vous voulez avoir des précisions sur ce que Mika nous dit. Mais donc, Mika, tu nous as préparé quelque chose et donc, nous t'écoutons parce que moi, effectivement, je ne sais absolument pas ce qui se passe dans ta région du monde. Alors, nous t'écoutons. Avant toute chose, pour expliquer un petit peu de quoi je voudrais parler d'abord d'ingénierie comportementale. Dedans, on va aussi parler de conditionnement mental, ce que j'appelle du vol des pensées, qui a pris une place quand même importante dans la gestion de la crise et qui, pour ma part, de manière voulue, sert en fait de diversion. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, elle s'appelait La Grande Diversion, qui a été censurée dessus. Je voudrais aussi vous parler de l'attaque massive contre la pensée humaine et le conditionnement à petit feu que l'on voit. Vous savez, c'est un petit peu comme l'histoire de la grenouille. Vous savez, la grenouille dans la marmite de soupe de mamie, on la connaît tous cette histoire. Et puis, peut-être donner juste après quelques pistes de réflexion pour mieux vivre, pour ne plus vivre plutôt conditionné par d'autres et sortir de cette infobésité que l'on subit à tout bout de champ. Et puis, mais avant, si vous voulez, je voudrais bien quand même vous parler un petit peu de Bali, l'Indonésie, là où j'habite. Et puis donner l'info du quotidien ici, et puis la manière aussi dont la pensée ici à Bali, l'opinion publique et les choix des citoyens sont manipulés aussi. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'info à l'international circule très mal, et ça dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on n'entend pas vraiment bien ce qui se passe en Europe ou au Canada ou là où vous êtes, ou en Belgique, mais vice-versa. C'est-à-dire qu'en France, c'est censuré. J'ai eu l'occasion de voir que certaines vidéos n'étaient plus françaises, n'étaient plus visibles en France, mais visible quand même en Indonésie et vice-versa. Donc, je voudrais parler un petit peu de tout ça. Donc, du coup, je vais vous faire voir qu'on va commencer par l'Indonésie, si vous voulez bien, par Bali. Donc, je vais vous partager d'abord quelques images, voilà. Et je vais commencer… Alors, attendez-moi 30 petites secondes. Voilà, je pense que c'est OK comme ça. Je vais commencer par le plus choc, parce que je pense que c'est quelque chose qui est passé inaperçu partout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un scandale ici en Indonésie où des femmes enceintes avaient leur bébé et se sont vues refuser l'accès aux cliniques parce qu'elles n'avaient pas les moyens de se payer un test PCR. Il faut quand même savoir qu'un test PCR ici, c'est à peu près 1,4 million, 1,8 million.
de roupies, ça représente grosso modo, alors, je crois aux alentours de 110 euros. Il faut savoir que le salaire moyen d'un Indonésien, c'est à peu près 180 euros. Donc, si en France, le salaire moyen, c'est 3 000 euros, ça représenterait quand même un test à peu près à 2 000 et quelques euros. Voilà, pour vous donner une ordre de grandeur. Hein. Et donc, ces femmes qui n'avaient pas les moyens de payer le test se sont vues refuser l'accès aux cliniques. Et donc, les bébés sont morts dans leur ventre. Quoi. Donc, pour moi, c'est inadmissible. Bon, je vous le dis, je suis un petit peu… Et même quand les femmes essayaient de chercher d'autres, avaient trouvé à un moment donné, c'est cette histoire-là de cette femme-là, ici, alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le lire, mais elles avaient trouvé des médecins qui étaient OK pour leur faire des tests, soit à coût réduit, mais il était trop tard. Donc, vous voyez, comme ici, elles avaient trouvé des tests soit à 600 000 roupies, donc moitié moins cher, mais il était trop tard, les bébés sont morts dans le ventre. Donc ça c'est quand même, ça montre la déviance humaine au maximum pour moi. Moi, je suis vraiment touché par ça. Et à côté de ça, il y a eu une personne, pareil, je pense qu'on n'en a pas parlé, c'est une personne qui s'appelle Jerings. Donc, c'est une personne très influente ici en Indonésie. D'ailleurs, c'est un chanteur de rock. Il a un compte Instagram avec plus d'1 million de personnes. Et lui, c'est le premier. Donc, on a commencé à peu près ensemble en fin janvier, où on a commencé à montrer du doigt ce qui se passait. Et il a dénoncé ce qui se passait par rapport aux femmes. Il a dénoncé aussi tout ce que nous, on a dénoncé aussi. Seulement, il s'est fait attaquer par un petit peu, ça s'appelle IDI ici. Hein. IDI, ça représente, je sais pas ce qu'il y a comme corrélation par rapport à ça en France, peut-être l'Ordre des médecins. Enfin, c'est une association où tous les médecins doivent s'inscrire. Et un jour, il a juste dit que, puisque les médecins changeaient d'opinion du jour au lendemain, il a dénoncé les bébés qui sont morts et il s'est fait attaquer parce qu'il a juste dit un jour que IDI était devenu l'esclave de l'OMS. Résultat des comptes, tribunal, 1 an et demi de tribunal, et il est, pour faire un exemple, on va dire, hein, il a été condamné à plus de, maintenant c'est 1 an et demi de prison qui s'est passé à 10 mois, tout simplement parce que il a amené les gens dans la rue, des manifestations contre le port du masque, des manifestations pour demander aux médecins de revenir à la raison, des manifestations pour empêcher que ce soit les personnes les plus pauvres qui soient mis en avant pour des tests pour les vaccins. Et donc, comme il était vraiment influent, il a fallu faire un exemple. Et du coup, voilà, comment aujourd'hui, lorsqu'une personne, ce serait comme si toi, Jean-Jacques, ou moi, ou Chloé, si on venait à dire que je sais pas, que Macron ou que les médecins sont les esclaves de l'OMS, et on se retrouve en prison pour nous empêcher d'agir et nous empêcher de parler. Donc, ça montre quand même la pression qu'il y a quand même ici, surtout qu'il n'y avait aucune preuve contre lui et que toutes les personnes de IDI, de Bali ou de Jakarta, aucun n'a pu dire devant le juge que oui, nous l'avons attaqué pour ça. Voilà, aucune preuve, rien. Donc, il y a une instance qui est vraiment plus haut, plus derrière, qui a fait que ce jugement a été complètement truqué, quoi. Voilà. Donc, ça m'a vraiment touché parce que je suis un petit peu proche de cette personne. Et puis, il représente un petit peu ce que nous représentons aussi, quoi, ici à Bali. Hein, voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, du coup, maintenant qu'on a vu le plus élevé, on va pouvoir revenir sur les choses plus communes. Donc ici, à Bali, il faut savoir que le masque est obligatoire partout. Et vous voyez ici, dans ce qu'on voit de plus en plus, c'est pour rentrer dans un endroit, il y a marqué « No masque, no service ». C'est-à-dire que si vous ne portez pas de masque, vous ne pouvez pas accéder au service. Donc de plus en plus, ça, au début, il y en avait quelques-uns, et là, ça devient de plus en plus viral. Là, c'est pour l'entrée dans une grande surface, une moyenne surface. Vous avez ici, pour aller voir le docteur ou des psychologues, donc c'est marqué ici « Tidak pakai masker, kami tidak akan periksa ». Donc si vous ne portez pas de masque, vous n'avez pas le droit à la consultation, en fait. Hein. Et c'est accepté par le Kementerian Kesehatan République Indonésia, c'est le ministère de la Santé d'Indonésie. Vous avez ici no masque, no service aussi, par exemple, si vous voulez aller voir la police, si vous avez un problème, vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de masque. Donc, on voit bien, l'oppression se resserre. Il y a de moins en moins cette possibilité de vivre comme on voudrait. Et il y a, depuis peu, alors ça c'est vraiment intéressant, pour moi on est en 1984, je ne vais pas vous faire écouter toute la vidéo parce que vous n'allez pas comprendre, mais je vais vous en faire écouter un petit bout, écoutez un petit peu et imaginez que vous êtes au feu rouge, vous êtes avec votre voiture, votre moto, et vous entendez ça. Alors voilà. Dengan cara wajib memakai masker, mencuci tangan dengan
Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un feu rouge? Donc, il y a tout un blabla d'abord sur faites attention à la sécurité routière, portez votre masque, votre casque si vous êtes en voiture, votre ceinture de sécurité. Et juste à la fin du message, avant que le feu rouge il démarre, on parle du Covid et donc il rabâche sans cesse. Donc, c'est une manière de conditionner parce que vous savez, quand à chaque feu rouge vous entendez ça, il faut quand même comprendre que c'est un vrai conditionnement parce que vous enregistrez. Le port du masque est obligatoire. Il faut impérativement se laver les mains. Il faut garder les distances. Et ça, c'est répété en boucle et en boucle. Puis il n'y a pas que la voix, puisque, enfin, pour ceux qui le savent, pour ceux qui forment, vous savez qu'on retient mieux quand on voit et quand on entend en même temps, puis bien sûr quand on met en application. Alors attendez, je vais passer, voilà. Et puis vous avez des gros panneaux, des 4x3 qui sont juste devant les feux rouges, comme ça, où, pareil, le port du masque est interdit seul, puisqu'il faut savoir qu'en Indonésie, à un moment donné, le masque était obligatoire. Tout le monde le mettait, mais personne ne mettait de casque. Donc ça, c'était pour le petit truc comique. Le port du casque, maintenant, seul est interdit par la loi. Ce qui est autorisé uniquement, c'est le port du casque et le port du masque. Donc des panneaux qui sont bien, on voit bien en rouge et vert, bon, vous savez ce que ça veut dire. Et donc, il y a marqué, portez votre masque pour vous protéger, puis votre casque pour la protection et portez votre masque pour la santé. Et puis, on retrouve encore, pour faire voir le conditionnement un peu, vraiment partout, hein, des panneaux comme ça, gardez vos distances, lavez-vous les mains, portez votre masque. Là, c'est dans les entrées de petits villages. Et ça, c'est encore pire parce que c'est s'adapter à la nouvelle norme. Donc, c'est pas quelque chose de provisoire, c'est-à-dire, il faut s'adapter à la nouvelle norme. Restez chez vous si vous avez si vous êtes flou, si vous avez la grippe. Lavez-vous les mains avec du sanitizer. Quand vous êtes dans un lieu public, gardez vos distances. Quand vous rentrez chez vous, tout de suite, vous devez vous laver. Donc, ça montre qu'on vit dans un environnement dangereux, hein, puisqu'il faut rentrer chez soi, il faut se laver de suite. Portez votre masque, gardez les distances de 2 mètres. Ici, alors ça, c'est très récent, ça, c'est à peu près 4 mois. On voit de plus en plus des gros panneaux qui nous demandent d'utiliser l'argent électronique. Donc, on le sait avec le grand reset que l'argent est voué à disparaître. Et donc, on commence à avoir des campagnes ici, parce que savoir les campagnes ici, c'est très visuel, hein, c'est des gros panneaux 4x3, il y en a partout. Puis quand ils commencent à mettre des panneaux, c'est vraiment partout. Et là, dites bonjour en gardant vos distances et puis lavez-vous lavez-vous avec du savon, etc. Donc, voilà un petit peu l'environnement que l'on a ici à Bali. Et puis, je voudrais faire aussi, pour terminer avec Bali, une petite parenthèse sur le vaccin, puisque la campagne de vaccination, elle est partout dans le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, le vaccin, il n'est pas obligatoire. En tout cas, pour l'instant, hein, le jour où je parle aujourd'hui, on est le 25 février. Hein, donc, le 25 février 2021, le vaccin en Indonésie n'est pas obligatoire, ni pour les locaux, ni pour les expats, puisque ici, il y a quand même des règles pour les locaux et des règles pour les expats. Donc là, pour les deux, c'est pareil. Par contre, la campagne massive de vaccination, elle est déjà bien commencée. Par contre, il faut savoir que l'Indonésie, c'est quand même 16 000 îles, 6 000 qui sont habitées, 268 millions de personnes. C'est le plus grand archipel au monde. Alors, c'est sûr que ça ne va pas se faire rapidement, ça ne va pas être du jour au lendemain. Donc, ça peut expliquer aussi que ça peut traîner encore en longueur, cette histoire ici. Hein. Cependant, et là, pour moi, c'est quand même tout de même une information de poids et qui va nous inviter à réfléchir. Écoutez bien, c'est que les vaccins sont distribués gratuitement. Et les matières premières ou les composants des vaccins sont envoyés par Sinovac Biotech. Alors, Sinovac Biotech, c'est une société biopharmaceutique chinoise qui est basée à Pékin. Donc, les composants sont importés en Indonésie. Okay. Ils sont exempts de droits de douane et fabriqués et distribués ici par Biopharma. Donc, vous avez ici le logo, hein, je ne sais pas si vous voyez quand je bouge ma souris. Biopharma ici. Et donc, Biopharma, c'est une société gouvernementale de production de vaccins. Et l'objectif, alors je vous l'ai mis ici, vous allez pouvoir voir les chiffres en même temps que je parle. L'objectif de la campagne de vaccination gouvernementale, c'est à peu près 181 millions de personnes de plus de 18 ans. Ça représente à peu près 68% de la population indonésienne. Et ils veulent passer en priorité les 1,5 million de personnes qui travaillent dans le secteur médical. Et au 16 février, donc là, c'est à la date de cet article, de Liputan 6. Liputan 6, c'est un petit peu, je sais pas moi, comme Le Monde ou la télévision France 2, etc.
Donc, il y a à peu près 10 jours de ça, on était déjà à 1 200 000 personnes qui ont déjà reçu la première injection et à peu près la moitié, donc à peu près 500 000 personnes qui ont reçu la deuxième injection. Et donc, pour moi, ça me pose quand même question le fait de distribuer les vaccins gratuitement. Ok, parce que on sait tous que… alors, j'ai été chercher des chiffres je me suis intéressé du coup au chiffre d'affaires sur le marché des vaccins dans le monde. Et donc, j'ai trouvé ça. Alors, c'est la source, c'est alors je l'ai en bas, je sais pas comment on prononce ça, mais c'est le journal Handelsblatt. Alors, je sais pas si c'est ça, hein, excusez-moi du terme. C'est comme ça. C'est ça. Ouais. Handelsblatt, ok. Donc, ça date du 20 août 2020, qui annonçait que le chiffre d'affaires global des vaccins, c'est 35 milliards d'euros, de dollars par an. J'avais vu dans l'édition de 2020 du journal The Economist, ils expliquaient que le chiffre d'affaires annuel était de 60 milliards de dollars par an, donc pratiquement le double. Alors du coup, moi personnellement, je me suis posé la question, je veux bien croire à la compassion, ok, je veux bien croire à l'aide désintéressée, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même du mal à laisser mes croyances me dire me persuader que Biopharma va offrir gratuitement plus de 360 millions de doses pour protéger son peuple d'un virus. Comme ça, sans rien demander en retour. Voilà. Là, je reste dubitatif. Je sais pas. 360 millions, c'est quand même beaucoup, quoi. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Hein. Alors, Salim a une question à te poser à ce propos. Oui, bonjour Denisot. C'est enchanté. Je vous connaissais pas et je suis vraiment enchanté de vous rencontrer ce soir. Et je trouve très très intéressant de parler de ce qui se passe là-bas parce que ça nous donne très souvent. Enfin, on croit que le monde s'arrête aux frontières de l'Hexagone, mais non, pas du tout. Il faut voir comment fonctionnent les autres pays. Alors, juste pour… il y a eu combien de morts du Covid chez vous? Alors là, j'ai pas les chiffres exacts. Je voudrais pas dire de bêtises. Il faudrait que je fasse une recherche rapide. Si vous non, mais je vais trouver. Voilà. Ça y donc est, je l'ai. 35 000 décès. Voilà, c'est ça. Voilà, 35 000 décès pour 270 millions d'habitants. C'est ça. Donc, c'est très, très peu. C'est par rapport… on est plus proche d'une population américaine. 320 millions, on est plus proche, alors qu'ils sont à 500 000 et l'Indonésie à 35 000. Donc, je pense que c'est pas beaucoup. Alors, moi, ma question, elle est très simple. Je viens de vérifier le PIB de l'Indonésie qui est de 1014 milliards en 2017. Mm-hmm. Et j'aurais aimé savoir, vous avez dit qu'il y avait 1 500 000 professionnels de santé, c'est ça? Ouais, ils veulent vacciner 1 500 000 professionnels de santé. Ouais. Mais ça me paraît très peu, parce qu'en France, il y en a 2 millions pour 67 millions d'habitants, 1 500 000 pour 270 millions, ça me paraît peu. Du coup, j'aimerais savoir je ne sais pas si vous le savez, quel est le budget de la sécurité sociale. En France, on sait que c'est 200 milliards. Et avec quel argent ils vont acheter tous ces vaccins à 12 euros, 18 euros pièce, ou même à 4 euros? Alors, Salim, merci pour la question. Alors d'abord, il n'y a pas de sécurité sociale en Indonésie. Déjà. Donc déjà, ensuite, c'est vrai qu'il y a faut savoir, c'est quand même 6 000 îles et il y a des îles. Quand on va par exemple sur des petites îles comme Rote, mais il y a beaucoup de monde, il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de docteur. On est obligé, nous, avec ma femme, quand on allait, je vous parle de cette île Rote parce que c'est là où on aime bien aller de temps en temps. Ma femme, elle était bidane, elle a arrêté le corps médical. Alors bidane, en Indonésie, ça remplace les docteurs, mais pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, en fait. Et ce sont des personnes qui font accoucher les femmes. Et à chaque fois qu'on va là-bas, elle arrivait avec son stéthoscope ou des médicaments, et puis il y avait la queue de personnes qui venaient pour se faire ausculter, quoi. Donc, il n'y a pas le corps, hormis, bien sûr, dans les grandes villes comme Jakarta, Bali, etc., où là, il y a des hôpitaux, etc. Mais dès qu'on sort un petit peu, moi, j'étais encore à Sumbawa il y a 2 mois, pour trouver des médecins, c'est pas si facile que ça, quoi. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de sécurité sociale. Ensuite, le budget, il faut savoir que c'est pour ça que c'est Biopharma qui fabrique les vaccins ici. Donc, ils achètent les matières premières, enfin, les composants. Ils ont les matières premières et ils fabriquent tout ça ici. Après, le budget, je ne sais pas.
c'est aussi une question que je me suis posée. Alors, ma femme me dit oui, apparemment, mais ça j'en sais rien du tout. Je suis en train de le dire comme ça. Je répète ce qu'elle m'a dit, mais j'ai pas trouvé. J'ai été chercher pour essayer d'en parler ce soir, mais elle me disait que Biopharma peut avoir des liens avec Big Pharma, mais j'en sais rien. J'ai aucune preuve de ça. Je sais pas. Pourquoi d'un coup le vaccin est-il gratuit? J'en sais rien. Ça fait plusieurs milliards là. Hein. C'est Ah vraiment oui, énorme. oui. Hein. C'est colossal. C'est vraiment colossal. C'est pour ça que ça me pose question. C'est pour ça que je voulais en parler vraiment parce que je me dis mais pourquoi? Ça pose vraiment question. D'offrir gratuitement un vaccin à 168 millions de personnes, c'est énorme. Hein. Ouais. Hein, c'est énorme. Merci pour la question, Salim. Alors, on continue. Voilà, donc du coup, pour rebondir, ce qu'on voit, c'est que en Indonésie, c'est pas très différent qu'ailleurs en fait. Hein. On a le port du masque qui est obligatoire. On a une amende si on le porte pas. Maintenant, il y a 2 amendes. Il y a une amende pour les locaux, une amende pour les expats. Oui, parce que l'amende, elle était à 100 000 roupies, donc pour nous, ça représentait, je sais pas, à peu près 5 € quelque chose. Donc, on l'a payé. Quoi. Maintenant, donc, ils l'ont passé à 1 million, ça représente 62 €. Il y a des restrictions aussi pour entrer dans certains endroits, sinon, si on n'a pas le masque. On a eu droit au confinement, et puis maintenant au confinement partiel dans des zones spécifiques, comme ici à Bali. Alors ça, c'était dernièrement, pour ceux qui connaissent Bali, dans la zone de Bandung, de Gianyar, là où j'habite, et puis à Denpasar, qui est la capitale. Alors par contre, ça n'a pas fonctionné comme prévu parce que les Indonésiens, en général, ils sont plutôt indisciplinés. Puis je pense qu'ils en ont marre maintenant aussi. Parce que j'ai oublié de vous dire, c'est que si on prend Bali, c'est à l'arrêt. Ceux qui connaissent Bali, qui connaissent Kuta, etc., c'est des endroits déserts et vides. Ce sont des villes fantômes depuis 1 an. Il n'y a plus de taxis dans l'île. Il y a des restaurants fermés depuis 1 an, des magasins fermés. Enfin, c'est des boutiques, des magasins qui sont à l'abandon. Il faut bien comprendre, c'est que ici l'économie elle a chuté. Il y a des cadres qui sont maintenant le dimanche, ils sont avec leur voiture pour essayer de vendre un peu tout et n'importe quoi, du papier toilette jusqu'à des objets pour la voiture, des plantes, etc. Donc les confinements partiels dernièrement n'ont pas vraiment fonctionné parce que les locaux ils n'arrivent pas non plus à garder un rythme sur le long terme. Hein. Et puis, il faut savoir, bien sûr, que la vie sur les îles, c'est quand même un peu plus relax. C'est que même si on doit porter le masque, pour ceux qui le portent, donc nous, on ne le porte pas avec ma femme, mais il y en a qui le portent ici, par exemple, et ça passe. Hein, ça suffit pour passer les barrages. Sauf quand ils font des gros barrages. Il y a des gros barrages, à peu près 1 à 2 fois par mois. Souvent, c'est pour récupérer de l'argent. Et là, quand on est dans les barrages, on se fait vraiment arrêter. Nous, on s'est fait arrêter 2 fois en voiture avec ma femme. Donc, on a la voiture, les fenêtres fermées, on se fait arrêter, pas de port de masque. La première fois, on s'est pas arrêté, on a passé le barrage et on n'a pas couru après parce qu'en règle générale, les policiers ici, ils vous courent pas après si vous partez. Et alors, je devrais pas le dire ça. Hein. Non, mais, Nous, t'inquiète pas. Voilà. Et puis la deuxième fois, on s'est fait arrêter. Et là, on ne pouvait pas partir parce qu'il nous bloquait devant. Et là, le flic, on ne pouvait rien lui dire. C'est-à-dire qu'on sentait que c'était un langage de sourd. Ouais. Puis j'expliquais, écoutez, je suis avec ma femme dans ma voiture. Vous me demandez pas, on est enfermé. Donc, dans ce cas-là, il faut me demander de porter un masque quand je dors avec ma femme dans ma maison. Et là, il ne voulait rien entendre. C'était vraiment, non, c'est comme ça, tu vas payer l'amende, etc. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été pris et puis, j'ai mis la première, je suis parti tranquillement. Et puis, en fait, j'ai pu passer le barrage, j'ai sorti. Alors, ça ne passera pas toujours comme ça. Mais en tout cas, c'est passé super, quoi. Et puis, dernièrement, il faut savoir que aussi en Indonésie, les ordres, quand il y a des ordres qui sont donnés au sommet, et il y a une différence entre la manière aussi dont les ordres sont gérés sur le terrain. C'est 2 univers d'écart, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qui permet, en fait, quand même, de vivre quand même relax. Hein. On est quand même au grand air. C'est que même si à un moment donné, il y a un confinement, en Indonésie, c'est quand même, voilà, on est toujours dehors, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est plus léger. Et donc, du coup, tout ceci, ça m'amène sans ça me posait des questions sur le pourquoi pratiquement tous les pays, j'ai bien pratiquement, hein, suivent de près ou de loin des stratégies identiques, hein, puisque là, on voit bien qu'il y a des pays où on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Alors, bien sûr, il y a des différences qui sont dues à la culture, qui sont dues aussi aux moyens financiers. Hein. L'Indonésie, c'est un pays pauvre, donc il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire ici. Hein. Ils ne peuvent pas confiner longtemps parce que les gens, il faut leur donner à manger. Déjà qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus rien à manger, mais il va falloir que le gouvernement y paye. Et puis, ils n'ont pas les moyens forcément. Donc, les confinements sont assez courts. L'autre question qui me traîne dans la tête, c'est pourquoi ça traîne en longueur et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les pauvres. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus riches. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus pauvres. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus riches. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus pauvres. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus pauvres. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus riches. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus pauvres. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus pauvres. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus riches. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus pauvres. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus riches. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus pauvres. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus riches. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus pauvres. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus riches. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus pauvres. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus riches. Et pourquoi ceux qui sont le plus touchés sont les plus pauvres. Et pour
et les classes moyennes, et ça, dans le monde entier. Alors du coup, en réponse, enfin une réponse personnelle, hein, bien sûr, hein, il faut comprendre que quand quelqu'un perd de l'argent, hein, on parle des classes moyennes et des pauvres, on parle en France, par exemple, des restaurateurs, c'est ce qui me vient à l'idée là maintenant, ça veut toujours dire que quelqu'un d'autre a gagné la somme d'argent que l'autre a perdu, en fait. Hein, parce que quand je perds de l'argent, c'est quelqu'un l'a pris. Et donc, à partir de là, il est essentiel de saisir que l'argent, donc, alors j'ai pas de billet avec moi, mais on va dire, voilà, j'ai des cartes avec le tarot. L'argent, en fait, ne fait que changer de main. Et pendant que des indépendants, des personnes sans ressources sont à l'agonie, que ce soit des particuliers ou des commerçants ou des auto-entrepreneurs, il faut savoir que d'autres s'enrichissent fortement. Donc, quelque part, l'économie, elle est pas au plus mal, en fait. Hein, il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'il y a une économie qui ne va plus, mais il y en a une autre qui fonctionne très, très bien. Il y a par exemple des industries comme celle des gants. Moi, je connais une personne qui vend des gants et il m'explique les millions de dollars par jour pour acheter des gants. Les chaînes de production, mais full pendant des mois et des mois. Des traders qui font monter les prix. Ça explose. En plus, vous avez beaucoup de caoutchouc, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Ah oui, ça c'est du caoutchouc, quoi. Alors c'est une autre matière première que je sais pas. Je crois que c'est le nitrile, ça s'appelle. Exactement, la matière première, c'est le nitrile, de mémoire. Et il y a une rupture de nitrile et donc les prix ils augmentent, c'est incroyable. Donc c'est des millions de boîtes par jour. Il y a l'industrie des vaccins, il y a les placements en bourse pour les nouvelles monnaies de demain, les investissements sur les objets connectés aussi, qui vont utiliser la technologie 5G, et puis des centaines d'autres industries qui ont le vent en poupe et qui voient aujourd'hui une croissance exponentielle. Et même dans ma branche hein, de formation, j'ai pu voir aussi une augmentation exponentielle de 300% en 2020 et apparemment en 2021, ça prend le même tournant. Donc si on se place, comme tout à l'heure je vous disais, sur ma colline d'un peu plus haut, c'est comme si l'économie était divisée en deux, mais que l'argent qui circulait dans les deux ne circule plus que dans une seule. Voilà comment moi j'analyse un petit peu la situation. Et c'est pour ça que ça peut traîner quelque part en longueur, quoi. Parce que il y a ce changement d'argent qui a changé de main. Donc c'est vrai que pour les classes moyennes, pour les classes pauvres, c'est difficile, mais pas pour tout le monde. Alors, le fait pour nous, ou pour certains, je dirais aussi, et ça va être vraiment l'objet de ce que je voudrais vous amener aujourd'hui, le fait de porter attention que sur les problématiques sanitaires et les règles en fait, de répression qu'on subit, que tout le monde subit. Je pense que ça aussi, pour certains, pour les gens qui nous écoutent, ça empêche de voir ce qui se trame vraiment derrière toute cette grande mascarade. Car la mise en place d'un nouveau système, qui veut être en place, hein, avec le grand reset, par exemple, bah, ça demande du temps. Okay, et surtout, il faut être sûr que tous les citoyens du monde entier ne se révoltent pas trop. C'est ça. Donc, pour ça, eh ben, il a bien fallu jouer sur les décisions, enfin, sur la prise de décision des gens. Il a bien fallu jouer sur leurs pensées, la manière aussi dont ils allaient poser des actes et faire des choix. Parce que sinon, ça aurait été le chaos. Bien que pour moi, le chaos, c'est la liberté. Ça aurait été le chaos. Prenons par exemple le confinement en France. Hein, okay. Les gouvernements sont arrivés à faire accepter le confinement en France à cause de quoi? Grâce à, enfin je ne l'ai pas, mais une attestation de sortie. Chacun pouvait se faire lui-même. Vous vous rappelez de ça hein? Alors je ne sais pas si ça existe encore maintenant. Eh bien, ce document, qu'est-ce qu'il permettait? Il permettait juste de respecter le confinement sans protester, en étant en silence. Pourquoi? Parce que comme je m'auto-autorise une sortie de 3 heures en toute liberté, en échange, parce qu'il y a toujours un échange, je suis OK de rester enfermé chez moi le reste du temps. Il faut savoir que dans l'inconscient, ce geste, en fait, de s'auto-autoriser, ce sentiment de liberté, je ne parle pas de liberté, je parle juste de sentiment de liberté, ça va nous donner une valeur sociale, aussi une légitimité à l'attestation qu'on va se remplir et au reste du confinement que je vais passer chez moi. Et pour ça, alors je vais vous faire voir ici à l'image. Vous vous rappelez, pour certains, en 2020, c'était en juin 2020, donc j'ai retrouvé cet article hein, qui date du, voilà, celui-ci, qui date du 5 juin 2020. Vous vous rappelez sûrement, alors pour ceux qui l'ont vu passer, où on apprenait qu'Emmanuel Macron avait fait appel à des sociétés de nudging. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les cabinets de nudging, c'est quoi? Ils sont juste spécialisés dans la science comportementale et plus particulièrement dans l'ingénierie économique comportementale.
D'ailleurs, en France, je crois qu'il y a une des boîtes qui est assez connue, c'est de mémoire, c'est BVA. Vous tapez sur Internet bva.com ou un truc comme ça, ou bva.fr. Vous allez voir, c'est un gros cabinet de nudging. Et donc, il y a eu plusieurs articles qui sont sortis sur lui. Alors, le nudge, alors, je ne sais pas si on dit nudge ou nudge en anglais, peu importe. Nudge. Nudge, voilà, merci. En anglais, ça veut dire quoi? Ça veut dire encouragement. Ok, donc on va dire que c'est sympa, on va encourager. Mais en vrai, c'est la manière d'encourager les personnes à faire, par exemple, telle ou telle action en leur laissant croire que ces actions sont bel et bien décidées par eux. Mais non, en fait, ne sont pas décidées par eux, c'est décidé par d'autres. Et c'est ça, en fait, le nudging. Et moi, j'aime dire souvent dans mes formations ou quand j'accompagne les gens, c'est que pour moi, je mets nos choix de vie que sur 2 lignes. C'est ou bien tu te conditionnes toi-même, ou bien tu te laisses conditionner par d'autres, puisque notre mental fonctionne par conditionnement. Donc, à partir de là, il est préférable de se positionner. Est-ce que je vais me conditionner à vivre de manière différente, à penser de manière différente, à faire des choix de manière différente, ou est-ce que je vais me laisser conditionner par d'autres? Et ça, c'est la question, en fait. Et donc, pour le nudge, à la base, c'était pour inciter en fait les consommateurs, donc nous, bien sûr, à modifier nos comportements. Alors bien sûr, pour acheter un produit ou un service, mais aussi pour réduire le coût des entreprises. Et je vous ai mis une image là. Alors c'est messieurs seulement, je m'adresse aux messieurs. Vous allez sûrement vous rappeler de ce que je vais vous faire voir. Vous vous rappelez tous de cette urinoir avec la petite mouche, hein? Voilà. Et regardez bien. Ça vient juste du cerveau des nudgers, en fait, pour inciter la jante masculine à uriner proprement. Et cette petite mouche, elle a quand même tout de même permis 80% de réduction de coûts de nettoyage le jour même à l'aéroport d'Amsterdam. C'est pas rien. Ça montre à quel point on peut jouer sur le comportement humain. Et donc, on retrouve du coup, donc là, on peut arrêter je vais arrêter le sharing parce que ça ne sert à rien après. Voilà. Ouais. On retrouve les nudges dans les stratégies avec les textes inscrits, par exemple, vous connaissez ceux qui ont été dans les hôtels 2 ou 3 étoiles, par exemple, ou plus. Dans les salles de bain, vous avez déjà vu, dans les hôtels, où on disait, oui, si vous voulez préserver l'environnement, mettez votre serviette là. Vous connaissez ça? Ouais. Ouais. Et ça, c'est issu, des stratégies de nudging. Surtout qu'il faut savoir qu'ici en Indonésie, ils mettent ça, mais les clims tournent à fond toute la journée, du matin au soir. Ouais. Ces textes sont des nudges incitatifs. On retrouve aussi des nudges dans les gouvernements, dans les fournisseurs d'énergie. Si vous regardez vos factures en France, je crois que ça s'appelle l'EDF en France, l'EDF, dans vos taxes, vous avez des petits textes en bas. Ce sont des nudges. Dans le marketing, je suis sûr que vous, moi, pour ceux qui vendaient, on utilise des nudges quand, par exemple, acheter, il reste qu'une journée ou 24 heures. Ça fait partie, ça vient en fait de la science du nudging. Vous l'avez compris que le nudge joue énormément sur les biais cognitifs. Ce qui fait que, en fait, la prise de décision d'un individu est fausse dès le départ. Et ça, c'est important de le signaler. Eh bien, pour revenir à mon auto-attestation, sachez qu'elle est sortie, elle est issue, en fait, des cabinets de nudgers. Et ça fonctionne. Voilà comment ça a fonctionné. Et donc, maintenant que ceux qui sont maintenant alertés à ça, vous allez pouvoir, si vous vous intéressez à ça, vous allez voir à quel point, comment les gouvernements utilisent des techniques de nudge qui sont à la base pour du marketing, pour inciter des actions, comment ils les utilisent aujourd'hui dans la gestion de la crise. Alors, si tu permets, je viens d'aller voir la définition en anglais de nudge. Donc, c'est un verbe et un nom, et ça veut dire en fait donner un petit coup de coude à quelqu'un qui est à côté de soi pour attirer son attention sur quelque chose. Et donc, je pense que dans le nudging, il y a aussi cette notion de conformisme social qui est fait comme moi. Hein, regarde dans la même direction que moi. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de jouer beaucoup dans la gestion de la crise. C'est de jouer sur le fait que même si je suis opposé au port du masque, je porte le masque pour ne pas me sentir différent et exclu du reste. Voilà. Je fais juste une parenthèse par rapport à cette notion de nudging. Non, mais c'est important et tu as entièrement raison. Hein. C'est vraiment ça, c'est le fait de faire comme les autres. Parce qu'on a besoin de… L'humain, à un moment donné, dans la pyramide des besoins, a besoin à un moment donné de se retrouver dans un groupe. C'est ça.
Et plus le groupe, pour certains, plus le groupe est grand, en nombre, plus apparemment il serait dans la vérité. Bon, ça, je mets entre parenthèses, apparemment, bien sûr. Et donc, du coup, quand on voit ça, il faut aussi rajouter à ça que les dirigeants du monde aujourd'hui ont mis en place des stratégies de manipulation mentale qui sont quand même très précises. Ils utilisent, on a pu le voir, la confusion. Hein, vous en avez parlé plusieurs fois, j'ai vu ici. Ils utilisent la diversion aussi, de regarder d'un côté et puis aller de l'autre. L'incitation. Et puis du coup, ça crée quoi? Des pertes de repères. Et ça met des personnes qui ne sont pas averties, j'entends, dans des états de sidération. Regardez maintenant la manière aussi dont les gouvernements tentent de persuader les citoyens sur le danger et la dangerosité du Covid. D'abord, il y a eu les changements de nom. La grippe, le Covid-19, le variant. Hein, vous savez, quand on change de nom, du coup, on reporte attention à quelque chose. Sur le fait de porter un masque. Puis, comme on le voit, parce qu'on le voit aussi, toi, tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Jacques, et moi, je l'ai vu passer, en fait, cette semaine, j'ai commencé à voir ça passer, le double masque qui circule de plus en plus. Hein, on voit qu'il faut porter le double masque. Enfin, mais c'est la même stratégie que la grippe, le Covid, le variant, et puis demain, un autre nom. C'est la même stratégie, en fait, hein, quand vous regardez. Hein. Sur l'importance aussi de rester confiné, de garder ses distances, sur la nécessité de se faire vacciner pour rester dans la société. Parce que même si on va dire que le vaccin n'est pas rendu explicitement obligatoire, on est d'accord, je pense qu'on est tous d'accord qu'il, de toute évidence, il va être rendu obligatoire par des biais interposés. Ouais. Hein? Déjà, on le voit avec le masque ici, nos masques, nos services. C'est-à-dire que le masque, ben oui, mais il n'y en a pas, ben ça va être un petit peu la même chose. Et j'aimerais peut-être à poser une question à je sais pas, ceux qui sont là. D'après vous, demain, à quoi est-ce que nous risquons de ne plus avoir accès si nous ne sommes pas vaccinés? Ça, c'est une bonne question à se poser et puis d'essayer d'y répondre parce que il peut y avoir un large champ. C'est pas seulement le voyage. Il peut y avoir le voyage, la médecine, les soins, peut-être la sécurité sociale pour ceux qui ont accès. Enfin, je sais pas. Il peut y avoir énormément de choses qui peuvent être liées à la vaccination. Mais du coup, cette manipulation de l'opinion publique, quelque part, malgré tout, c'est vrai que là, on la voit depuis 2019, 2020, hein, c'est de plus en plus, mais en fait, ça date pas d'hier. Parce que dans l'histoire de l'humanité, les complots et de la manipulation contre les peuples, il y en a toujours eu, en vrai. Seulement, aujourd'hui, et là, c'est tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est qui disait ça, je crois que c'était, je ne me rappelle plus, c'était Salim ou Tal, excusez-moi, je ne me rappelle plus. C'est la première fois où cette manipulation utilise des techniques psychologiques très avancées et visibles partout. C'est-à-dire qu'on la voit, elle est présente. C'est pour ça, c'est ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que tout le monde sait très bien que ce sont des techniques manipulatoires, on le sait. Plus personne n'est dupe en vrai. Même ceux qui continuent à porter le masque ou parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires aujourd'hui ou les moyens intérieurs de le faire, et c'est OK. Mais on va dire que tout le monde sait qu'on nous manipule, que l'information est manipulée, plus personne n'est dupe. Et c'est bien ça qui est dangereux, car c'est au grand jour et que c'est accepté par la masse groupe. Hein? Ah oui, c'est ces gens-là qui disaient que le gars à l'aéroport, il disait « mais attendez, vous pouvez passer » et malgré tout le monde reste aligné. Mais tout le monde sait qu'il a raison. Et là, on est dans un paradoxe quand même. Et donc, je me suis posé la question, mais pourquoi? Et tout simplement parce que ce n'est pas de donner ou de retirer la liberté à quelqu'un qui va lui faire une action ou une autre action, mais le fait que cette personne a le sentiment d'être libre. C'est ça le jeu, quoi. Et moi, j'aime prendre comme exemple, c'est une étude classique qui a été menée dans les années, je crois, 70, dans une maison de retraite par, je ne sais pas si vous la connaissez, alors je ne me rappelle plus le nom, oui, c'est Julie Godin, et qui était de l'Université de Yale. Et puis, l'autre personne, elle s'appelle Hélène Langer, de l'Université de Harvard. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient été dans une maison de retraite, et l'objectif du test, c'était de savoir si on donnait un semblant de liberté à ces personnes âgées, s'ils pouvaient mieux accepter les règles de la maison de retraite et se sentir mieux. Et donc, ils ont séparé le groupe en deux. Ils ont donné une plante verte à chaque groupe. Et puis, au premier groupe, ils lui ont dit « vous devez vous occuper de la plante ». Et au deuxième groupe, ils ont dit « on va s'occuper de la plante, vous n'avez rien à faire, ne vous inquiétez pas ». Par contre, ils n'ont jamais dit qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de la plante. OK ? Donc, chacun avait une zone de liberté, sauf que pour l'un, c'était plus
on leur avait dit qu'ils devaient le faire et de l'autre non. Et ben, les résultats, c'est qu'au bout de 18 mois, le groupe qui pouvait s'occuper de la plante, ils ont vu qu'ils respectaient mieux les règles ils étaient mieux en accord avec les règles de la maison de retraite et surtout, ils étaient en meilleure santé, ils étaient plus joyeux que l'autre groupe. Et donc, cette étude, elle a quand même mis en évidence, en donnant un sentiment accru de liberté et d'action sur une personne, ou aussi à un groupe de personnes, parce que ça marche sur plusieurs personnes là, et ben, ça permettait à ces personnes de mieux accepter leurs conditions et d'avoir tout simplement un semblant de bonheur. Et c'est ce qu'on a vu avec l'attestation. Voilà, merci, ouais. Et je parle bien ici de sentiment de liberté et de sentiment de choix. C'est pas la liberté, c'est juste un sentiment. Et la plante, si on peut la mettre par rapport à ce qu'on vit ici, ben, ce sont les aides que l'État, par exemple, donne. Vous savez, l'État donne des aides et paye. Hein, et du coup, d'un côté, ça va rebuter certaines personnes à entrer en action. Pourquoi? Parce que ben, si je rentre en action, on va m'enlever ce que j'ai. Okay. Et du coup, ce sentiment de liberté, parce qu'ils vont dire, non, j'ai quand même un sentiment de liberté qui est là. Et du coup, ça va permettre à certains de se dire que ben, malgré tout, c'est OK. Je vais le faire, mais OK. Malgré tout, c'est OK. Ben, si on regarde ce que nous vivons aujourd'hui, on peut voir que ça existe depuis bien longtemps, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on va dire les 30, 40, 50 dernières années, en tout cas pour moi les 30, parce que 50 dernières années, je venais juste de venir dans ce monde, mais les 30 dernières années, tout ce qui touche, ou ce qui a touché à la maîtrise de la pensée, à l'éveil spirituel, au monde invisible, tout ce qui s'oppose à la pensée dominante et matérialiste a toujours été rejeté. Et de toutes pièces, c'est ça depuis des décennies. Hein. La recherche spirituelle, le travail intérieur a sans cesse été montré du doigt et effacé. Les gens étaient traités de gourous, de manipulation, etc. Et de la même manière qu'aujourd'hui, les vidéos qui amènent tout simplement des débats contradictoires sur la crise actuelle sont littéralement supprimés. Seulement, donc pour moi, il n'y a pas de différence en fait. Mais il y a 20 ans, 30 ans, ça se voyait moins. Pourquoi? Parce que l'information n'était pas aussi rapide. Aujourd'hui, elle l'est. Et en plus, elle est plus massive car on est quand même le double de personnes sur Terre. Donc, ça se voit, ça s'entend, c'est massif. Et puis, comme disait tout à l'heure Salim, ils ont peur. Parce que si tout le monde se réveille, ça devient dangereux. Mais cette volonté à vouloir taire les esprits qui cherchent en fait juste à s'éveiller, à se dire mais dans quoi est-ce que je vis? Mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ces règles en fait? C'est quoi le système dans lequel il existe? Et ça, depuis des décennies, le fait de vouloir les enfermer et empêcher que ça se développe, ça a permis quoi? L'existence du monde dans lequel nous vivons et tout le système économique que nous connaissons aujourd'hui. Parce que ce système, il n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas eu des attaques sur la spiritualité ou sur les personnes qui cherchent à cheminer vers leur propre réveil. Regardez, je vais prendre 6 milliards de personnes seulement parce que il y aura toujours à peu près 20% ou un peu plus ou 30% de personnes qui ne suivront pas. Mais imaginez 6 milliards d'humains, imaginons, hein, avec une prise de conscience tellement forte comme quoi, par exemple, je sais pas moi, l'argent ne sert à rien pour vivre et que le système marchand dans lequel nous vivons existe uniquement parce que on nous a pas appris autrement, ok? Imaginez 6 milliards d'humains avoir suffisamment médité sur eux, sur l'impact de leur action sur la destruction massive de la planète, du génocide animalier, de la biodiversité, et de changer littéralement leur action parce que, je sais pas, on va dire que leur sensibilité aurait été à tel point touchée dans leur cœur qu'il ne serait pas possible pour eux de vivre autrement. Imaginez 6 milliards d'êtres humains qui seraient si proches de leur corps aujourd'hui, qu'ils auraient déjà compris que notre corps est une machine des plus exceptionnelles qui s'auto-guérit tout seul, qui sait exactement quand il est en défaillance, qui sait exactement quoi faire et comment le faire mieux que nous, parce que nous, on ne sait pas comment faire marcher notre cœur et comment faire circuler notre sang, il le fait tout seul. Oui. Imaginez alors que ces personnes soient à l'écoute de leur corps et qu'au lieu de se jeter sur des médicaments ou un vaccin pour les sauver, ils décidaient de mettre en place une discipline de vie. Imaginez 6 milliards de personnes comme ça, hein, qui iraient dans le sens de la préservation de leur corps, qui est, je le rappelle tout de même, le temple de notre âme, et avec qui nous devons cheminer pendant toute cette vie. Après vous, comment serait notre système actuel? Hein?
eh ben, il n'existerait plus, tout simplement. Notre système n'existerait plus si tout le monde avait cette prise de conscience et vivait de manière différente. Et nous savons que plus une personne est éveillée au monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire qu'elle laisse juste le voile des illusions sur ce qu'il nous offre, comme les objets super connectés, des plaisirs à n'en plus finir, du besoin d'avoir et d'avoir encore, et encore plus, mais aussi le fait de maintenir les gens dans le juste minimum financier, hein, pour qu'ils ne deviennent jamais vraiment libres financièrement. C'est ce qui se passe pour les classes moyennes et les classes pauvres. Oui. Ils ont juste ce qu'ils ont pour vivre, ça suffit. Et il ne faut surtout pas qu'ils aient plus, mais c'est pourquoi? Pour mieux les contrôler. Et je pourrais comme ça citer des exemples à n'en plus finir. Eh bien, ces personnes, plus elles s'éveillent, eh bien, moins elles sont vulnérables et moins elles sont manipulables. Il ne faudrait surtout pas que 6 milliards d'êtres humains s'éveillent. Et ça, depuis les années 50, et peut-être même avant les années 50. Et je pense aujourd'hui que ceux qui détiennent ou qui tiennent les rênes de la finance et qui tiennent les gouvernements en otage, puisque pour moi les gouvernements sont pris en otage, l'ont bien compris. Et c'est ça vraiment pour moi le plus grand complot du siècle. C'est l'appauvrissement de la spiritualité humaine par des attaques tout simplement sans cesse et répétées sur ses principes fondateurs, par des cadeaux empoisonnés qui affaiblissent en fait l'esprit au quotidien, qui l'enferment sans cesse plutôt que de le laisser découvrir la vraie vie. Et depuis l'année dernière, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on subit des attaques violentes sur la tendresse humaine, hein, sur le sentiment de liberté, sur le rêve. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, sur mon canal Telegram, les gens me disent, mais ils n'ont plus de rêve. Sur l'espoir, sur ce qui fait de nous des humains, sur le toucher, sur le sourire qui ont disparu. J'ai même pu constater, et ça c'est une première pour moi, sur la foi. Vous savez, en Indonésie, c'est quand même très croyant. En Indonésie, c'est la religion passe avant tout. Hein. J'ai parlé avec un mangku. Un mangku, c'est comme un prêtre pour les chrétiens, mais là, c'est baliné. Et il me dit, on va plus au temple parce que c'est interdit, on peut pas être plus de tant de personnes au temple. Et là, je le regarde, c'est un ami, je me suis permis. Mais je dis, mais du coup, tu crois plus en tes dieux? Tu as perdu ta foi. Elle me dit, Mika, mais non, j'ai pas perdu ma foi. Je fais mes prières. Je dis, non, tu as perdu ta foi. Parce que là, aujourd'hui, pour toi, Dieu, c'est le président de l'OMS qui donne ses règles, qui donne ses lois, plutôt que de continuer à faire tes cérémonies. C'est-à-dire que tu donnes un accord au président de l'OMS, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont passés au-dessus de la foi. Vous vous rendez compte? Au-dessus de Dieu. Puisque ici, à un moment donné, toutes les mosquées, les temples hindous, plus personne n'avait le droit d'aller faire leur cérémonie, ni même aller tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une instance qui est passée au-dessus des religions et au-dessus de Dieu quand même. C'est incroyable. Hein? Et pour moi, ceux qui tentent de diriger le monde, quelque part, veulent accéder au pouvoir des dieux. Ok? Alors effectivement, hein, ils peuvent tout dominer dans un système créé par eux-mêmes. C'est facile. Quand on a chacun qui a sa boîte, peut faire ce qu'il veut dans sa boîte. Mais en fait, ils n'auront jamais la sagesse des dieux, ces gens-là. Et bien, en ce qui nous concerne, il est essentiel pour moi de se souvenir qu'il est toujours possible de reprendre le pouvoir sur nos pensées et donc de mieux décider de nos actions. Rappelez-vous, c'est soit nous nous conditionnons nous-mêmes, soit nous sommes conditionnés par d'autres. C'est nous qui décidons quoi laisser entrer en nous lorsque nous donnons, par exemple, les conditions nécessaires pour qu'une pensée puisse nous pénétrer. C'est à nous de choisir. Seulement, aujourd'hui, celui qui souffre, pour moi, du plus grand mal du XXIe siècle, d'ailleurs, je vais en faire une vidéo qui va sortir dans quelques temps, qui s'appelle l'infobésité, et pour moi, c'est le mal du XXIe siècle, hein, eh ben, il ne pourra jamais reprendre son pouvoir. L'infobésité, c'est quoi? C'est le fait de penser qu'on risque de louper une opportunité ou une information importante, essentielle à notre vie. Et donc, du coup, qui va nous faire passer des heures et des heures et des heures à engloutir de l'information. Et quelle qu'elle soit, on s'en fout, on va la prendre dans n'importe quel sens, et on va y croire, et on va se laisser enfermer dedans, sans prendre de recul. C'est ça le plus important, c'est qu'encore, celui qui va chercher des informations pour décortiquer, aller chercher le petit détail qui fait la différence, c'est pas de l'infobésité. Mais le fait de manger sans prendre de recul, et puis d'être pris dans cette émotion et tout de suite partager sans rien dire, c'est de l'infobésité. Il faut savoir que tout ce temps que ces personnes passent à manger de l'info, c'est du temps de vie.
mais c'est du temps de vie que l'on offre, notre temps de vie, hein, que l'on offre à ceux qui détiennent les ficelles et qui sont devenus, alors excusez-moi du terme, des vampires d'existence humaine. Parce que on nous enlève le temps qui nous appartient. Ah, c'est énorme quand même, hein, car l'on parle, encore une fois, de notre temps de vie. Alors, pour moi… Tu vas nous rendre coupables finalement, parce que nous aussi, on mobilise du temps pour les personnes qui nous écoutent chaque semaine. Sauf que dans l'émission ici, on invite les gens à se poser des questions. C'est-à-dire que c'est pas c'est ci et c'est ça, et puis faites comme ci, faites comme ça. C'est qu'il y a un débat, il y a des idées qui sont données, il y a des pistes qui sont offertes, mais à chacun va pouvoir choisir est-ce que ça résonne en moi ou pas. Et c'est ce que je voudrais dire, c'est que du coup, moi j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui de vraiment regarder vos pensées, celles qui vous habitent, et de vous demander tout simplement, mais d'où elles viennent? Et est-ce qu'elles sont nécessaires pour ma vie actuelle et celle de demain? Je vous invite aussi à reprendre contact avec vos rêves. Ça, c'est vraiment important. Reprenez contact avec vos rêves. Même si, je sais pas, on pourrait croire que c'est plus possible. Mais non, absolument pas. Je vous invite aussi à développer en vous cette reconnexion d'abord, bien sûr, avec votre corps. Hein, et Tal, je pense qu'il pourra vraiment mieux en parler que moi, en ayant de la gratitude avec toutes vos cellules et les bactéries qui œuvrent chaque seconde pour permettre de vivre, okay, pour vous permettre de parler ici, de penser, d'agir, de contribuer. Parce que plus vous allez être en relation, excusez-moi, et en gratitude avec votre corps, plus vous allez activer votre système immunitaire. Il va vous le renvoyer. Et donc, vous allez être en meilleure santé, en meilleure joie, mentale et physique. Et puis ensuite, moi, je vous invite fortement à considérer ce que je fais, moi, toute information de par nature fausse, à la base. Okay, je pars comme principe que toute information est fausse, même ce que je suis en train de vous dire là, okay, et de vous autoriser à vous repositionner sur ce que vous entendez, et en vous questionnant pour savoir, est-ce que d'abord ça résonne en moi? Est-ce que ça sert mes valeurs les plus élevées? Est-ce que ça va dans le sens de la préservation de notre monde, des générations futures, de notre système? Et vous savez, toute désobéissance individuelle, faite en même temps, okay, mais par plusieurs personnes, ça devient collectif. C'est-à-dire que même si vous désobéissez de manière, enfin, en étant seul chez vous, mais si plusieurs personnes le font, ben, ça devient collectif petit à petit. Et pour moi, reprendre le pouvoir sur sa pensée, c'est déjà une désobéissance, car on se sépare de la pensée unique. C'est déjà être en désobéissance civile de reprendre le pouvoir sur sa pensée. Rappelez-vous de ça. Hein. Et ça, si tout le monde reprenait juste le pouvoir sur sa pensée, en disant « mais qu'est-ce que je laisse rentrer ?» Déjà, on crée un collectif qui se sépare de la pensée unique qui nous est imposée. Alors pour finir, parce que je voudrais quand même m'arrêter là, moi personnellement, j'ai choisi de ne pas me battre contre le système en place. Car de toute évidence, en fait, il est clair que tous les calendriers programmés, on le sait, hein, du Grand Reset, qui sera économique, qui sera idéologique, le Grand Reset qui sera aussi éducationnel, qui sera sociétal, qui va être politique. Mais il y a aussi l'autre calendrier, c'est The Global Goals. Ils vont aller jusqu'au bout. C'est clair, parce que le système actuel n'a plus le choix. C'est où il se transforme complètement, où il s'écroule. Et là, ceux qui tiennent les rênes du système le savent. Et là, par contre, vous pouvez vous croire sur parole sur ce coup-là, ce que je peux vous dire. Hein. Là, vous pouvez y aller. C'est qu'aucune personne au pouvoir ne voudrait voir son système s'écrouler. Ça, c'est une vérité. Donc, du coup, ils vont tout mettre en œuvre, tout mettre en place pour le restructurer. Et on le voit, c'est en train de se mettre en place. Donc, du coup, moi, j'ai pas choisi de me battre contre, parce que je vais m'épuiser. J'ai choisi donc de laisser aller le système vers la direction qu'il décide de prendre, et au lieu de me battre contre, je préfère construire en parallèle. Et pour ça, en fait, moi, je me suis engagé dans un projet qui s'appelle le MOCICA, M-O-C-I-C-A. C'est pour la mise en place d'un système non marchand qui ne s'oppose pas, en fait, à celui qui est actuellement en place, hein, mais qui s'en détache et qui ne nous met pas en conflit ni hors la loi avec le système actuel. Pour moi, nous vivons actuellement ce que j'appelle, dans mon langage, une crise d'émergence spirituelle. Donc, je pense que Jean-Jacques, il doit savoir ce que c'est, ou même vous aussi, hein. Mais une crise d'émergence spirituelle majeure. Okay, et une crise d'émergence spirituelle, pour moi, c'est une rupture. C'est une rupture avec l'ancien, une rupture avec nos modes de vie, avec nos idéologies, avec
nos philosophies, une rupture avec nos visions du futur, celles qu'on avait avant, mais aussi une rupture avec nos croyances, parce que quand on s'éveille et qu'on se réveille au système dans lequel on est, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on croyait. Et donc, c'est ça la crise émergente spirituelle. Et donc, tout explose en 1000 morceaux. Et c'est bien là qu'est notre force, en fait. Et je vous invite vraiment à repenser ce que vous vivez intérieurement, si vous êtes mal à l'aise, si vous avez l'impression de tout perdre, que vous êtes dans une crise d'émergence spirituelle et ça devient une force. En tout cas, pour ceux et celles qui comprennent l'importance d'une crise d'émergence spirituelle. Parce que dans une crise d'émergence spirituelle, il n'y a pour moi que 2 sorties possibles. C'est soit on accepte de se séparer de ce que l'on doit abandonner pour laisser émerger, en fait, si c'est pour nous, une nouvelle personnalité, soit on cristallise sur l'ancien et on s'enfonce avec. Et pour le collectif, donc pour le système, c'est quoi? Donc pour nous, hein, c'est soit on s'engage dans la mise en place d'un nouveau paradigme, soit on cristallise dans le système actuel et on y reste collé avec la nouvelle structure qui va venir. Donc c'est à nous de choisir. Et pour moi, depuis 2020… Je vais bientôt t'interrompre parce que c'est 1 heure que tu parles. Je vais terminer, quoi. Hein. J'en ai pour 1 minute. J'ai encore une question après. Il y a une petite minute juste pour finir, c'est OK? Pour moi, depuis 2020, on n'a jamais été aussi proches et nombreux, en fait, à être prêts à faire le pas pour laisser émerger ce nouveau monde et ce paradigme qui est à l'extérieur de nous, quoi. Parce que pour moi, ce paradigme, il pourra naître que si chacun, de manière individuelle, fait déjà sa mutation intérieure et en solitaire. Voilà, je vais m'arrêter ici et puis voilà. Merci. Merci, Michael. D'abord, je voudrais vous remercier vraiment, beaucoup de gratitude de m'avoir permis de venir m'exprimer ici. Merci beaucoup. Et puis, juste de dire que le monde qu'on va avoir demain dépendra uniquement de nos actions, en fait, qu'on va faire aujourd'hui. Donc, rappelez-vous juste de ça. C'est-à-dire que quel monde est-ce que vous voulez pour demain et regardez ce que vous faites aujourd'hui. Et à partir de là, voilà, c'est juste le message que je voudrais finir. 2 petites choses. J'ai une épée de Damoclès sur ma tête en ce moment sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai ouvert un canal Telegram et d'ailleurs, Jean-Jacques l'a mis en lien. C'est ici où je m'exprime beaucoup plus librement, beaucoup plus facilement. Et puis, si vous voulez venir voir un petit peu ce que l'on fait pour essayer de changer de paradigme et rentrer dans l'action, venez nous rejoindre sur mocica.org, mocica.org. Et voilà, et puis comme ça, peut-être que vous allez aussi contribuer à ce nouveau paradigme en marche. Voilà, merci encore de m'avoir permis de venir ici. Merci à vous. Merci.